Merci Anne pour cette présentation. Alors là, je vais pas faire semblant, je vais directement donner la parole à Sylvie pour son intervention. La troisième, et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le questions-réponses en bas de votre écran Zoom et préciser à quel chercheur vous souhaitez poser la question. Voilà Sylvie, c'est bon. Ok, je vais partager mon écran. Est-ce que ça marche? C'est parfait. Okay. Et on entend les petits oiseaux derrière, c'est parfait. J'habite en campagne. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci aux deux intervenants précédents d'avoir commencé la réflexion avec moi, puisque dans les deux cas, vous avez parlé de notre travail. Mais je remercie aussi les organisateurs et organisatrices de cette journée pour me donner une nouvelle fois la parole. Je suis une habituée des universités d'automne du SNUIPP. Et ma dernière participation remonte à 2018 à Port-le-Cat. Je devrais plutôt dire ma co-participation, puisque je y étais intervenue avec Nathalie Bachilet pour une conférence qui avait pour titre « Associés chercheurs et praticiennes à la conception d'outils didactiques ». Et nous y avions montré le travail conjoint que nous avons mené pendant 4 ans avec 30 enseignants. Et nous avions montré comment ce travail conjoint était fécond en termes de conception d'outils utiles pour la profession, utilisables et acceptables par elle. Alors, je vais montrer la suite de ce travail, puisque voilà ce qu'on trouve aujourd'hui sur Facebook, eh bien, de 21 000 enseignantes qui échangent via Facebook sur leur pratique avec Naramous. Je suis phobique de Facebook, donc je n'y vais jamais, mais Roland Guabou suit un peu plus. Et donc, vous voyez que notre pari, c'était que cet outil qui était co-construit avec le terrain devait rencontrer l'intérêt et les usages. Eh bien, ce groupe Facebook nous permet d'attester cette hypothèse. Je rappelle, puisque je vais beaucoup en parler, que tous les droits d'auteur de ces ouvrages sont reversés au groupe Intered, qui soutient la scolarisation des jeunes enfants dans les pays en développement. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de poursuivre notre réflexion commune en me basant sur les résultats de la recherche longitudinale que nous avons menée pendant 3 ans avec Isabelle Roubaron et Roland Guabou. Vous avez sous les yeux les références des articles que nous avons publiés à propos de cette recherche. Et cette recherche visait à évaluer les effets de la mise en œuvre de cet outil que nous avions donc présenté en 2018, effets à la fois sur les progrès des élèves scolarisés en REP et le développement professionnel de leurs enseignants. Si ces résultats vous intéressent, vous pourrez lire dans ces publications qui sont toutes accessibles. Je ne vais évidemment pas en 30 minutes vous présenter l'ensemble de ces résultats, mais je vais m'appuyer sur quelques-uns pour présenter ce qu'ils nous autorisent à conclure sur le versant de la question qui nous anime tous et toutes, en tout cas je l'espère, les caractéristiques des pratiques pédagogiques le plus capables de réduire les inégalités scolaires sur le versant de la compréhension en lecture. Marc Bablé, qui est un inspecteur d'académie chargé de mission au ministère pour la refondation de l'éducation prioritaire, soulignait que le besoin d'évaluation était légitimé par le fait que, justement, notre système éducatif français était encore fortement clivant socialement. Autrement dit, pour lui, comme beaucoup de chercheurs dont nous sommes, c'est justement parce que notre système est toujours clivant, c'est parce qu'il est inégalitaire que nous, chercheurs et enseignants, devons évaluer les retombées ou l'efficacité de nos propositions pédagogiques et didactiques. Et si on observe qu'elles s'avèrent peu efficaces pour réduire les écarts, moins efficaces que d'autres, alors il faudra y renoncer et poursuivre la réflexion et la recherche. Je sais que cette position est légèrement politiquement incorrecte, mais je la défends parce qu'il me semble que si, en revanche, les propositions qu'on teste donnent des résultats positifs, alors il est légitime de les diffuser. Que ce système éducatif soit encore fortement clivant socialement, Christophe l'a rappelé, ça n'est une découverte pour personne aujourd'hui, et nous savons tous que la France est l'un des pays de l'OCDE dans lequel le système scolaire est l'un des plus inégalitaires. Mais c'est aussi ce qui ressortait de la recherche collaborative que nous avions menée avec un collectif de chercheurs, la recherche Lire Écrire, qui était dirigée par Roland Guabou. Nous y avions évalué l'influence du milieu social en l'entrée au CP dans le domaine de la compréhension de textes entendus.
Et on avait distingué les performances des élèves en fonction de leur milieu social. Et ce qui m'attriste, et sans doute vous aussi, c'est que ces résultats, vous les attendiez. Vous vous attendiez à ce qu'à l'entrée au cours préparatoire, eh bien, en compréhension de texte entendu, les élèves de milieux favorisés obtiennent une performance de 62% de réussite, quand les élèves de milieux très défavorisés eh bien, obtiennent un score de 36% de réussite. Alors, que personne ne soit étonné, certes, mais je pense que personne dans cette assemblée ne contredira Jean-Pierre Terrail quand il écrit « Tous les élèves ont les moyens d'une entrée normale dans la culture écrite, à condition qu'on vise pour tous, dans une perspective démocratique, l'exigence cognitive, j'ai souligné et mis en rouge, et linguistique, qui est celle des familles cultivées à l'égard de leurs propres enfants. Cela ne veut évidemment pas dire, ni pour lui ni pour moi, qu'il s'agit de cloner les pratiques éducatives des parents de milieux favorisés. Les conditions d'exercice ne sont pas les mêmes, l'expertise des enseignantes n'est pas la même. Mais que nous enseignent les recherches sur cette question? Jean-Yves Rochette récemment disait « Le rôle de l'école, c'est s'adapter à ce que sont les individus socialement construits de manière différenciée et inégale. » C'est ce qui ressortait aussi du propos de Christophe. S'adapter. Et s'adapter, ça ne veut pas dire renoncer. Pas nécessairement renoncer. Ça ne veut pas dire s'ajuster à la baisse. Ça ne veut pas dire différenciation pédagogique. Ça ne veut pas dire remédiation. Ça ne veut pas dire individualisation. Ça ne veut pas dire APC. La question que je pose, c'est comment collectif, dans la classe, dans le groupe, comment, dans ce collectif, adapter les pratiques d'enseignement pour les rendre efficaces pour les élèves qui sont le moins près des apprentissages, qui sont le plus éloignés de l'école, comme on a l'habitude de le dire. Que dit la recherche à ce propos? D'abord, proposer un enseignement sur un temps long. Un temps long pour laisser aux élèves le temps d'apprendre, le temps de comprendre, le temps de réussir. Ceux qui me connaissent savent la différence que je fais entre réussir et comprendre. Le temps de s'entraîner et le temps d'intégrer durablement. Enseigner aussi de manière méthodique et planifiée et ne pas laisser l'apprentissage dépendre du hasard des rencontres. Enseigner de manière explicite, et je reviens sur ce que disait tout à l'heure Christophe, c'est-à-dire ne pas laisser place à une pédagogie invisible, à cette opacité cognitive qui met hors jeu les élèves les moins performants du système, sans pour autant verser dans un apprentissage formel calqué sur celui de l'école élémentaire et sans proposer un modèle unique d'enseignement. Je me prémunis de ce qu'on pourrait déduire de ce que je dis en ce moment. S'adapter aux besoins d'enseignement des élèves, ça ne veut pas évidemment dire proposer un modèle unique d'enseignement. Et enfin, pour moi, c'est aussi ritualiser l'enseignement. Je suis désolée, j'ai perdu ma puce. Ritualiser l'enseignement pour favoriser justement cette clarté cognitive, ses buts et la clarté des consignes. Ritualiser le déroulement, ritualiser les tâches, ritualiser les activités. Et ceux et celles qui connaissent Naramous savent que nous avons inclus ces fameux pictogrammes qui permettent d'expliquer aux élèves ce qu'ils sont en train de faire, mais aussi d'apprendre et de comprendre. En bref, cette ritualisation permet, selon moi, d'accroître la sécurité cognitive qui permet de mieux apprendre. Et ça permet aux élèves les moins performants de décoder plus facilement les attentes de l'enseignant. Donc, je le redis, une ritualisation qui a pour fonction d'accroître la sécurité cognitive et, partant, la sécurité affective. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est ce type de principe que nous avons appliqué dans Naramous, et je voulais juste donner, puisque je disais, on a besoin de faire la preuve que ce qu'on défend se retrouve dans les résultats de recherche. Donc, je vais passer très peu de temps sur la première étude que nous avons menée avec Isabelle Roubaron et Roland Guingou, dans laquelle nous avons comparé 3 groupes d'élèves. Alors, on a 250 classes, on a évalué 6 élèves par classe, pré-testés au départ, 1500 élèves, 2 élèves qui obtenaient les performances les meilleures au pré-test, 2 élèves qui obtenaient des performances moyennes et 3 élèves qui obtenaient les performances les plus faibles. Dans le groupe 1, les enseignants travaillent avec Naramous et sont accompagnés par les équipes de circonscription. Dans le groupe 2, les enseignants travaillent avec Naramous mais ne sont pas accompagnés. En fait, ils utilisent Naramous comme tout un chacun. Et dans le groupe 3, les enseignants travaillent avec les mêmes albums,
que Naramous, pendant la même durée que Naramous, sont informés des évaluations qu'on va faire passer à leurs élèves, mais ils n'ont pas Naramous, ils pratiquent avec leur pratique habituelle. Qu'observe-t-on à la fin d'une année? Et voilà pourquoi je dis que ce résultat illustre le fait qu'on a besoin d'un enseignement long, durable, méthodique et planifié. Eh bien, qu'observe-t-on? Je vais vite passer ça. On observe que, vous voyez qu'au premier pré-test, les différences ne sont pas significatives. Tous les élèves obtiennent les mêmes performances et l'évaluation, portait sur le nombre de propositions rappelées de l'histoire. Donc, c'était un test de narration. Vous voyez qu'en pré-test, alors qu'on avait lu l'histoire une fois et entendu l'histoire une fois, il n'y a pas de différence entre les élèves des trois groupes, tandis qu'à la fin du scénario, un mois après, les élèves du groupe 1 et 2 se distinguent du groupe 3 qui n'avait pas bénéficié de Naramous. On observe au deuxième scénario, eh bien que dès le pré-test, on voit une première différence dans les capacités de narration et un effet très fort de l'intervention à la fin de l'intervention. Et c'est ce résultat qui est très intéressant, c'est qu'on observe qu'au troisième pré-test, eh bien les élèves qui ont bénéficié de Naramous, avant même le travail sur l'album, racontent mieux que les élèves qui n'ont pas bénéficié de Naramous. Et vous voyez qu'à la fin du scénario, ils sont capables de rappeler 160% des propositions, quand les élèves qui n'ont pas bénéficié de Naramous n'en rappellent que 30. Autrement dit, le résultat qui est pour moi intéressant, c'est cet écart-là, qui montre que les élèves n'apprennent pas seulement à raconter Moussa ou à raconter Gruffalo, mais que cet enseignement long, méthodique et planifié leur a permis d'acquérir des attitudes qui vont se transposer sur des albums qu'ils n'ont pas encore étudiés. Alors, je parlais d'enseignement explicite et je m'agace parfois de me dire, mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'enseigner explicitement? Qu'est-ce que ça dit aux enseignants de maternelle que cette histoire d'enseignement explicite? Alors, je reprends une diapositive qui a été réalisée par Roland Guagou, qui montre, qui décline tout ce qui peut être explicité à l'école. C'est le but des tâches, ce qui est à faire. Et je crois que donner l'objectif, c'est donner la finalité de l'apprentissage, c'est ce qui est à apprendre, le quoi, et parfois pourquoi l'apprendre, mais que dire ce qu'il y a à faire, expliciter le faire, est aussi une très bonne forme d'explicitation. Il y a aussi, dans un second temps, l'explicitation des connaissances, c'est-à-dire les savoirs à mobiliser, à construire, à comprendre. Et j'insiste sur cette idée, à retenir et à mémoriser. Je faisais récemment un stage de maternelle de 3 semaines, la formation continue n'est pas morte, et je discutais avec les collègues de cette affaire de mémorisation. À quel moment les enseignants flèchent, disent aux élèves, ça, il faut le mettre dans sa mémoire, à tel endroit, comment ranger, où ranger, et pour toujours. Et elle me disait qu'effectivement, elle comptait beaucoup sur la réitération des expériences, mais qu'elle faisait rarement, elles adoptaient rarement ce geste pédagogique qui disait aux élèves, ça, il faut l'apprendre, ça, il faut le mémoriser. Et enfin, troisième type d'explicitation, ce sont les procédures ou les stratégies qu'on utilise ou qui sont utilisables. Et j'insiste là sur le avant, bien sûr. On peut discuter avec les élèves comment on va s'y prendre, mais c'est surtout pendant et après que cette explicitation est importante, c'est-à-dire sur comment on va s'y prendre avant, pendant et après la mise en œuvre de stratégies. Alors, comment réduire les inégalités? Eh bien, on avait bien ce E2 en enseignant explicitement les connaissances, les savoirs, les compétences, les savoir-faire à mobiliser, et je poursuis à construire, à comprendre, à mémoriser, qui sous-tendent la compréhension. Et ça suppose de les connaître. Alors, tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez dit combien… Ah, j'ai perdu ma feuille. Vous avez dit que oui, c'est important aujourd'hui, une formation qui s'appuie sur la recherche. Et je lisais dans le chat tout à l'heure que certains participants disaient « Quel plaisir d'entendre des chercheurs parler ». Eh bien voilà, ici, je vais parler recherche. Qu'est-ce que c'est qu'il faut enseigner explicitement dans le domaine de la compréhension en lecture? Et attention, j'insiste, chez des petits élèves, des jeunes élèves, pardon. Parce que les travaux qui portent sur les élèves plus âgés ne me préoccupent pas. Je m'intéresse vraiment aux travaux qui portent sur l'enseignement à l'école maternelle. Alors, que dit la recherche? Quelles sont les connaissances et les compétences requises pour comprendre? Et quand je dis requises, ça veut dire toujours pour moi, et je sais que Christophe Joignot sera d'accord avec moi, si elles sont requises, alors il faut les enseigner. Et je ne crois pas, moi, qu'il y ait des séquences d'enseignement trop scolaires. Voilà, donc je conteste cette phrase. Pour moi, il n'y a jamais trop d'écoles à l'école. Donc, quelles sont celles qui sont requises pour comprendre et donc celles que nous devons enseigner?
Je vais partir d'une première méta-analyse. Si ce que c'est qu'une méta-analyse n'est pas clair, vous me pourrez me poser la question tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce qui sort de cette première analyse sur les compétences fondamentales pour favoriser la compréhension en lecture à l'école maternelle? Eh bien, voilà ce qu'on trouve. Des compétences langagières inférentielles, c'est-à-dire apprendre aux élèves à aller au-delà de ce que dit l'auteur, de l'information littérale, remplir les blancs du texte. On est bien à l'école maternelle. Seconde compétence langagière, dont on a prouvé l'importance à travers les recherches, c'est cette capacité à comprendre ou à relater. Vous avez vu la capacité à comprendre et à raconter clairement une série d'événements. Et enfin, la connaissance du vocabulaire scolaire, cette capacité à comprendre et à utiliser les mots et les structures grammaticales du langage écrit. Poursuivons avec une seconde méta-analyse qui porte sur l'amélioration de la lecture de la maternelle en CE2. Et là, on va s'attacher aux stratégies. Ici, on était sur les connaissances, et là, on va être sur les stratégies pédagogiques les plus efficaces. Et on est bien sur les pratiques qui ont fait la preuve de leur efficacité. Et voilà ce qu'on trouve. Parmi celles-ci, on trouve 6 stratégies dont on a prouvé que si on les mettait en œuvre à l'école maternelle, elles étaient efficaces pour réduire les inégalités. Choisir des textes complexes du point de vue du lexique et de la syntaxe et intéressants sur le plan affectif et culturel. Enseigner le vocabulaire dans de multiples activités et sur des textes variés. Enseigner explicitement les procédures efficaces pour mieux comprendre. Apprendre aux élèves à fabriquer une représentation mentale. Organiser et guider des discussions portant sur la compréhension fine et l'interprétation. Et enfin, instaurer et maintenir un contexte motivant par des tâches, des activités et des modalités pédagogiques. Objectivement, on a donc 3 grands groupes de compétences et 6 stratégies d'enseignement, ce qui en soi n'est pas énorme. Et d'où la prescription du programme de l'école maternelle de 2011, où en fait on retrouve bien tout ce qu'on vient de comprendre dans les recherches précédentes, pratiquer divers usages de la langue orale, et vous voyez, dans raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, etc., eh bien, c'est bien tout ce travail qu'on va pouvoir mener à travers la lecture d'albums. Manifester de la curiosité par rapport à la compréhension, comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu. Je fais un petit temps d'arrêt là-dessus parce que vous voyez, ceux qui connaissent Naramus sauront pourquoi je fais ce petit temps d'arrêt. Pouvoir redire les mots d'une phrase écrite après sa lecture par l'adulte et utiliser le lexique appris en classe de façon appropriée. Ça, c'est assez nouveau, hein. C'est l'introduction de 2021, ce qui fait suite, à mon avis, au petit guide vert. Et évidemment, on retrouve ces 4 compétences dont la recherche a prouvé l'importance. Eh bien, on les a introduites dans Naramus. Compétences narratives en réception, savoir comprendre. Compétences narratives en production, savoir raconter. Compétences lexicales et syntaxiques. Et compétences inférentielles. Alors là, je vais faire une petite incise pour expliquer comment nous avons associé 2 courants théoriques dans la conception de Naramus. Parce que ici, tout ce que je viens de décrire correspond finalement à un enseignement standard. Mais qu'en est-il des élèves à besoins éducatifs particuliers d'une part et des élèves les moins favorisés d'autre part? Eh bien, il nous a semblé très fécond de mobiliser ce courant de recherche qui s'appelle la conception universelle de l'enseignement. Donc, vous avez vu que j'ai écrit comment répondre aux besoins d'enseignement de tous les élèves. Alors, Stéphane Bonnery, récemment, dans une communication au SNUIPP, disait « Il faut cesser d'individualiser les apprentissages, avoir le souci de chacun, s'éveiller à ce que chacun parvienne aux mêmes objectifs visés pour tous. » Eh bien, il me semble que ces deux points sont parfaitement compatibles avec ce que je vais développer à présent. Pour moi, on ne peut pas demander aux enseignants de différencier, d'individualiser l'apprentissage parce que ça rend ce métier totalement impossible. On ne peut pas respecter 30 zones proximales de développement. Et donc, l'outil du métier, pour moi, c'est l'outil du collectif. Donc, la conception universelle de l'apprentissage, elle a ceci de pertinent selon moi, c'est qu'elle donne des pistes pour pouvoir proposer un enseignement collectif qui prend appui sur les élèves les moins performants. Je vais passer ça, excusez-moi. Et l'idée de la conception universelle de l'enseignement, c'est concevoir des pratiques d'enseignement et des outils adaptés dès le départ
pas après, pas une fois que les élèves n'ont rien compris dans le collectif, dès le départ, aux besoins d'enseignement de tous les élèves et de leurs professeurs. Donc, cette approche dite de la conception universelle de l'enseignement-apprentissage, eh bien, nous permet de raisonner la différenciation dans le collectif et non pas dans le singulier. Et vous trouverez sur mon PowerPoint les références qui vous permettront d'avoir accès aux documents que je vais présenter à présent. Au lieu de construire un cours, une séance pour tous et de s'attacher ensuite à l'adapter pour chaque élève présentant des besoins éducatifs particuliers ou peu performants, je l'ai dit, il s'agit de planifier un cours accessible à tous et à toutes dès le départ en répondant aux besoins particuliers avant qu'ils se manifestent. Anticiper au moment de la planification les besoins qui pourraient émerger dans une situation donnée en contexte de classe ordinaire et chercher à y répondre. Les ajustements, les adaptations, les personnalisations et les remédiations seront donc beaucoup moins utiles puisque le format de départ offre déjà de multiples alternatives. Alors, qu'en est-il de ce Universal Design for Teaching, for Learning, conception universelle de l'enseignement? 3 principes. Offrir plusieurs moyens d'engagement pour stimuler et soutenir l'intérêt pour l'apprentissage des différentes matières. Offrir plusieurs moyens de représentation, présenter l'information de contenu de différentes manières pour soutenir la compréhension, et offrir plusieurs moyens d'action et d'expression pour offrir des options et des supports pour que chacun puisse exprimer ce qu'il fait et ce qu'il sait. Je viens de voir des élèves présentant un syndrome d'autisme raconter une des histoires Naramous sans langage oral, mais avec la maquette et les gestes et les déplacements. Et donc, vous voyez qu'on a offert là un moyen d'expression à des élèves qui sont non-verbaux. Alors, on voit un développement, offrir plusieurs moyens d'engagement, eh bien, on offre différentes possibilités pour éveiller l'intérêt, différentes possibilités pour soutenir l'effort et la persévérance, différentes possibilités pour soutenir le développement de l'autorégulation, du point de vue de la représentation, différentes possibilités sur le plan de la perception, je vais illustrer ça tout à l'heure, différentes possibilités sur les plans de la langue et des symboles, différentes possibilités sur le plan de la compréhension. Et puis, je l'ai dit, différentes possibilités sur le plan de l'action physique, différentes possibilités sur le plan de l'expression et de la communication, différentes possibilités sur le plan des fonctions exécutives. Et alors là, vous avez une liste très étendue que vous trouverez, si ça vous intéresse, sur le lien que j'ai présenté ici. J'ai rajouté, moi, offrir plusieurs moyens de mémorisation et offrir plusieurs formes pédagogiques pour compléter ce panorama. Alors, en gros, j'insiste, la conception universelle de l'enseignement ne propose pas de changer les contenus enseignés, elle ne propose pas de changer les connaissances au programme, mais les manières d'enseigner. Il s'agit de proposer à tous les élèves plusieurs voies différentes, attention, de manière successive, pour éviter les doubles tâches. Une manière orale, puis visuelle, puis une vidéo, puis gestuelle, puis tactique, puis corporelle. Attention, je connais le neuromythe qui parle de style d'apprentissage. Je sais qu'il n'y a pas de style d'apprentissage, mais dans la conception universelle de l'enseignement, on considère que plus on offre de modes de représentation différents, plus on permet à tous les élèves d'accéder à l'information. Si on se contente de l'oral, les élèves allophones, les élèves peu performants, les élèves à besoins particuliers risquent de passer à côté. Si on n'offre que du visuel, ça va être insuffisamment transparent. Donc l'idée, c'est de multiplier les supports, mais de manière successive et pas simultanée, pour favoriser l'accès aux connaissances et répondre aux besoins d'apprentissage d'élèves très différents. Et je le redis, pour limiter, du coup, la différenciation a posteriori. Mais la conception universelle de l'enseignement ne peut se passer des recherches menées en sciences de l'éducation et en psychologie, parce qu'il manque, en gros, c'est de la pédagogie, mais il n'y a pas de contenu. Et donc, on a besoin de retrouver la recherche pour savoir comment concilier conception universelle de l'enseignement et didactique. Donc, l'exemple du vocabulaire. Je vais prendre juste cet exemple. Alors, si on retrouve la CUE, conception universelle de l'enseignement, elle nous recommande d'offrir plusieurs possibilités sur le plan de la perception, plusieurs moyens de représentation pour clarifier le vocabulaire et les symboles. Et c'est bien tout ce qu'elle nous dit. Autrement dit, oui, c'est beau, on a compris, mais comment et quoi? Et là, on a un nombre conséquent de recherches portant sur les pratiques efficaces d'enseignement du vocabulaire. Je vois l'heure qui tourne, je vais les lister très rapidement.
on voit qu'il faut garder trace des apprentissages conservés, on voit qu'il faut mener des activités systématiques de prononciation des mots nouveaux. Et tout ça, eh bien, on a montré que les enseignants qui faisaient ça obtenaient des meilleures performances que ceux qui ne le faisaient pas. Des activités de dessin, dessiner les mots, parce qu'en dessinant les mots, on était obligé de redescendre sur tous les éléments. C'est-à-dire, pour dessiner un chien, il faut dessiner des pattes, un corps, des yeux, des oreilles, des poils, etc. Et donc, on fait en même temps du langage. Des tâches de révision et d'évaluation régulières pour vérifier que le vocabulaire enseigné a été appris. Mais les tâches de révision, on sait que si on les fait régulièrement au cours de l'année, elles permettent d'ancrer le vocabulaire. On sait aussi que si on enseigne, c'est mieux que si on fait des lectures répétées. On sait que si l'enseignement du vocabulaire est fait avant la lecture d'un texte, c'est plus efficace. Le vocabulaire est mieux appris que s'il est donné après la lecture d'un texte. Et puis, on a aussi 5 pratiques qui ont fait la preuve de leur efficacité. Définir explicitement les expressions et les mots nouveaux, discuter du vocabulaire, le faire réviser, vérifier son acquisition, engager les élèves dans des activités de rappel de récits, lire et relire et relire et relire les albums et intégrer les expressions et les mots nouveaux dans d'autres activités. Et ceux et celles qui connaissent Naramous comprennent que l'ensemble de notre intervention, centrée sur le lexique, eh bien, est basée sur les résultats de ces études qui montrent que quand on procède ainsi, eh bien, on réduit les inégalités sociales entre élèves, le lexique étant, le vocabulaire étant une préoccupation permanente des enseignants de maternelle, notamment ceux et celles qui travaillent en RIP. Et aussi une préoccupation du ministère qui a inclus ces résultats, pas tous, on est d'accord, dans le guide vert. Alors, je vais illustrer cela par montrer comment ces pratiques qui ont fait leurs preuves et la conception universelle de l'apprentissage, eh bien, sont 2 bonnes bases pour tout enseignant qui a envie de concevoir un outil ou une séance qui permet d'inclure tous les élèves dans les activités. Donc, je reprends, clarifier le vocabulaire en offrant différentes possibilités sur le plan de la perception. Prenons l'exemple de la chasse au caribou. Le mot qui est caché là-haut, c'est le mot caribou. Eh bien, on va proposer aux élèves de décrire le caribou. On va leur expliquer ce que c'est, où est-ce qu'il vit. On va multiplier les liens sémantiques pour faire de la description du mode de vie, du mode d'alimentation, etc. Donc, ça n'est pas seulement enseigner le mot caribou, mais tous les liens sémantiques qui l'accompagnent. On va proposer une autre représentation pour montrer qu'il ne vit pas toujours dans la neige, mais qu'il peut être aussi dans la prairie. On va montrer ses bois, on va montrer une vidéo qui permet de montrer dans la vraie vie à quoi ressemble un caribou. Bon, ça dure longtemps, je vous la passe. Et puis, on va utiliser des gifs animés, par exemple, pour le verbe qui est caché, je pense que vous allez le deviner après. Voilà, sursauter. Eh bien, vous voyez qu'on multiplie les modes de représentation. Et puis, on va, par exemple, montrer des gorilles. Ça, Stéphane Bonnery comprendra. On va les décrire, on va dire leur mode d'alimentation, etc. On va montrer un petit gorille, puisque le livre qu'on étudie, c'est 3 courageux petits gorilles. On va montrer comment l'illustrateur dessine 3 petits gorilles, en quoi ils sont pareils, en quoi ils ne sont pas pareils, le bleu n'est pas pareil, etc. On va expliquer un autre mot, le mot lit. J'insiste là-dessus parce que, et le ministère l'a écrit à un moment, il y a des mots qu'on croit connus de tous qui ne le sont de fait pas par tous, et notamment qui ne le sont pas par les élèves non francophones. Donc, dans Naramous, on a fait le choix d'enseigner beaucoup de lexique pour ne pas mettre les élèves non francophones hors jeu. Et donc, ensuite, eh bien, dans Naramous, on va faire réviser les mots quotidiennement et on va intégrer ces mots et ces expressions dans d'autres activités de la classe. On va faire mimer les mots dans la salle de jeu. On va jouer à des jeux de catégorisation. On va raconter, là c'est une histoire, c'est un jeu que les élèves ont inventé. Ils utilisent les cartes de lexique et pour raconter, et dès qu'ils racontent en utilisant le mot, ils placent les cartes. On va mimer le mot après l'avoir regardé, on va catégoriser les mots, on va faire de la dénomination rapide. Le premier qui dit le mot gagne la carte. Et vous voyez là le nombre d'activités différentes,
le nombre de moyens d'action et d'expression, ce que je disais, comment l'intégration de la conception universelle de l'enseignement a été féconde pour construire une multiplicité de pratiques d'enseignement, d'activités et de tâches qui reviennent au fil des scénarios. On va jouer au loto, on va jouer à Jekia, on va encore catégoriser, on va dessiner, je l'ai dit, et en dessinant, être obligé de parler de moustaches, de pantalons, de boutons, de bretelles, de casquettes et de bottes. Et vous voyez le résultat dans ce travail collectif. On va voir que les enfants adorent désigner et montrer un sentiment de compétence en désignant les mots de lexique. On voit que là, ils racontent ensemble en utilisant évidemment les mots. Et donc là, vous voyez le nombre de moyens d'action et d'expression différentes. Et quand on regarde, je vais arrêter là, même si je vais arrêter dans 2 secondes. Et quand on regarde les résultats à la fin de la grande section de maternelle sur la même cohorte d'élèves, eh bien vous voyez que les élèves du groupe Naramous, avec ce type de pratique pédagogique, ont mémorisé beaucoup plus de mots que les élèves qui n'ont pas bénéficié de Naramous. Je précise qu'il n'y a aucune différence en pré-test, même si là, il y a un léger écart. Donc, vous voyez que ce type de pédagogie profite aux élèves. Attention, j'insiste, nous n'avons que des élèves scolarisés en repéré plus. Et puis, je ne peux m'empêcher de vous présenter cette étude où nous avons fait une analyse qualitative des narrations des élèves et où on a comparé là les élèves du groupe Naramous avec les élèves du groupe sans Naramous et on a regardé combien de mots du texte ils réemployaient spontanément dans des narrations. Et les élèves du groupe Naramous sont en bleu et vous voyez les élèves du groupe non Naramous en rouge, vous voyez que spontanément, les élèves du groupe Naramous réutilisent plus de mots que je dirais châtier, comme le ruser, sans hésiter, ne plus avoir un sou par pitié, eh bien, on voit que les élèves ont acquis plus, réutilisent plus de mots. J'insiste pour dire qu'il ne suffit pas d'enseigner les mots, il est aussi important que les élèves les réemploient. Alors, j'arrête là ou je peux poursuivre en 3 minutes? 3 minutes, ça peut être bien, ouais, 3 minutes, et puis après, on passera aux questions-réponses. Alors, là, j'ai travaillé que sur le lexique, je voulais évidemment, parce que le but de Naramous, ce n'est pas le lexique, c'est apprendre à comprendre, apprendre à raconter, le lexique étant une compétence requise pour comprendre. Alors, offrir différentes possibilités sur le plan de la compréhension, eh bien, voilà ce que nous proposons. Nous proposons systématiquement de dissocier le texte et l'illustration, en suivant ce que disait Brigaudio, ce qu'écrivait Mireille Brigaudio. Si on veut apprendre aux élèves à faire un usage analogue des mots et de l'image et de s'intéresser à l'écrit en tant que tel, il faut les empêcher d'utiliser uniquement le moyen de représentation le plus à leur portée, c'est-à-dire l'image. Faute d'être clair sur cette question, on croit mettre les élèves au travail sur l'écrit alors que l'image le rend inutile. Donc, eh bien, dans Naramous, on choisit de proposer le texte d'abord, lu par l'enseignante, vous voyez le logo. Évidemment, les élèves voient bien que la maîtresse est en train de lire, mais on dit aux élèves, essayez de fabriquer une représentation mentale, de fabriquer l'image dans votre tête. Qu'est-ce qu'on va voir sur l'image que vous allez voir tout à l'heure? Et comme ils ont déjà vu le lexique, ils savent ce que c'est qu'une maman gorille, ils savent ce que c'est qu'un papa gorille, et ils savent ce que c'est que bisou bisou. Et du coup, on peut imaginer qu'ils vont être capables de fabriquer l'image, au moins en partie. Mais ça ne nous suffit pas. Et du coup, on introduit avant l'image une narration orale du même texte. Et vous allez voir la différence. Il était une fois 3 petits gorilles qui vivaient avec leurs parents dans la forêt. La chambre des 3 petits se trouve dans une drôle de petite maison perchée dans les arbres. Mais il n'y a qu'un seul lit. Bien, je passe, mais vous aurez compris que du coup, cette narration permet de compléter l'image que les élèves avaient commencé à fabriquer avec le texte écrit, que la narration, elle est expansée, que ça reformule, que ça dit beaucoup plus de choses que l'écrit. Et ça n'est qu'à ce moment-là qu'on demande aux élèves, qu'on laisse un petit temps aux élèves pour imaginer l'illustration, d'écrire avec leurs propres mots ce qu'ils s'attendent à voir, et ensuite, nous leur montrons l'illustration que voici. Et donc, vous voyez que la même information est donnée par le texte écrit, par la narration expansée et par l'illustration. On a, une fois de plus, multiplié les supports de présentation de la même information pour multiplier les chances que tous les élèves puissent comprendre.